Bonjour à tous. Dans le cadre de la rencontre nationale de l'association Le Rocher, présente en France à Rieux-la-Pape, Grenoble, Marseille, Toulon, Bondy, Paris ou encore les Mureaux, eh bien, nous vous proposons un regard sur les cités, sur ce qui se passe dans les quartiers populaires, un regard croisé avec ceux qui sont présents. On peut le préciser, depuis 20 ans, l'association Le Rocher est présente, cette association catholique d'éducation populaire, présente en cité parce que des volontaires, des personnes engagés ont choisi de s'installer dans la cité pour faire un pont, en quelque sorte, entre ce monde des cités et la vie dans l'ensemble du pays, en déployant des activités éducatives, sociales, culturelles et en s'appuyant sur cette rencontre entre les volontaires et les habitants. Pour parler de ce qui se passe en ce moment dans nos quartiers populaires en France, eh bien, nous sommes avec Yannick Blanc. Bonjour, vous présidez l'agence du service civique en France. Avec nous également Xavier Lemoine, maire de Montfermeil depuis 2002. Voilà, 3e mandat en cours. Et puis, nous sommes avec Majid Agag, qui est directeur du programme banlieue pour BNP Paribas. Vous nous direz ce que fait une banque engagée sur ce domaine. Et puis, nous attendons dans un instant Olivier Noblecourt, qui est délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Il va nous rejoindre dans un instant. Il est retenu pour l'instant par des engagements. Je voudrais débuter cet échange par... D'abord le contexte, on l'a entendu, le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour une mobilisation générale, pour un travail commun, pour faire République, y compris dans ces quartiers populaires. Et je voudrais vous faire réagir avec ce sondage que l'association Le Rocher a réalisé avec l'IFOP, où 93% des Français affirment que les différentes catégories sociales et communautés vivent sans se côtoyer en France. C'est la perception de cet échantillon qui a été interrogé. Et également 81% qui considèrent qu'une réconciliation nationale est nécessaire. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Peut-être on commence par les réalités du terrain avec le maire, Xavier Lemoine. Rude question. Alors, quant à la mobilisation générale que souhaite le président de la République, j'espère qu'on n'a pas attendu l'actuel président de la République pour essayer de la vivre les uns et les autres. Et vous avez compris tout à l'heure l'amertume de ma collègue de Bondy, mais qui est une amertume, hélas, partagée sur tout le spectre politique, non seulement des élus, mais des acteurs qui se dévouent, et je crois sans compter, depuis des années et des années. On peut toujours mieux faire, on peut toujours tirer parti des expériences ratées ou des insuffisances pour s'améliorer, mais dire que depuis 40 ans, ces politiques-là ont abouti à des insuffisances, peut-être, vraisemblablement, et peut-être n'a-t-on pas poussé les bonnes questions et les vraies questions, mais pas forcément mettre en cause ceux qui ont été acteurs dans un cadre législatif et dans un cadre, je dirais, fixé par l'État et qui peut-être limitait les ambitions. Et justement, pour répondre indirectement ou directement à votre question, si effectivement, à titre personnel, je considère que l'enjeu dans nos quartiers est davantage d'ordre culturel avant d'être de l'ordre social, économique et urbain, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement sur ces trois thèmes-là et qu'il n'y a pas de politique de rattrapage à mener, mais que si effectivement on coupe le vivre ensemble de quelque chose qui le rassemble et qui va au-delà des différences, c'est une culture partagée, eh bien on permet ou on facilite, consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas de jugement, j'en fais le constat, à ce que chacun se replie au regard du fait que les communautés sont suffisamment importantes pour aujourd'hui s'auto-organiser par elles-mêmes et qu'on arrive à un modèle anglo-saxon de juxtaposition de communautés qui se sont organisées entre elles mais qui n'ont plus, je dirais, un ciment commun, une espérance commune, sans gommer leur histoire, sans gommer leur particularité, leur spécificité, mais voilà. Et on arrive à ce sondage-là, il n'a rien d'étonnant. Ce qui est beau et plein d'espérance, c'est que on serait sans doute dans un pays anglo-saxon, je ne pense pas qu'on parlerait de réconciliation. On dirait, bon, c'est comme ça, c'est organisé comme ça, et c'est plus dans leur mentalité. Même s'ils reviennent de ce modèle-là pour différentes raisons, et qu'ils viennent voir en France comment on fait, et nous on est allés voir dans les pays anglo-saxons comment ils faisaient quand on pensait que la politique de la ville de chez nous marchait pas bien. Donc, à mon avis, la vérité est ailleurs, où il faut pousser encore un peu plus la réflexion. Ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre parler de réconciliation. Donc, il y a peut-être le constat d'une impasse, d'une insuffisance, de quelque chose qui est dangereux, qui ne correspond pas à l'esprit français, qui est tout sauf le communautarisme, tout sauf la juxtaposition
proposition, qui est, je crois, à partir d'un socle commun, la possibilité d'avoir une extrême diversité. Je prends comme image la danseuse avec la barre. La barre, c'est ce socle commun, et après la danseuse, eh bien, elle vous danse alsacien, elle vous danse bretonne, elle vous danse du ventre, elle vous danse tout ce que vous voulez, mais au moins elle tient la barre, et cette barre, elle est commune à tout le monde, et après vous pouvez faire toutes les pirouettes que vous voulez. Ça, elles peuvent exister, mais il y a toujours cette barre commune. Et c'est peut-être cette barre commune qui pourrait s'appeler réconciliation, qui est à inventer, en tout cas. En tant que maire, c'est ce à quoi j'ai tenté de faire à travers non seulement l'urbain et l'humain à la fois, et surtout ne pas opposer les deux. L'un est le préalable de tout ce qu'on essaie de faire par ailleurs. On installe l'échange. Yannick Blanc. Oui, dans ce sondage, comme dans beaucoup d'autres, les Français donnent une image inquiète d'eux-mêmes en tant que communauté nationale. Mais si vous les interrogez sur eux-mêmes, sur leur vie personnelle, sur leurs expériences, ou sur ce qu'il se passe sur leur territoire, l'image va être complètement différente. Et l'aventure que vit le service civique dans notre pays depuis 8 ans est très représentative de ça. Le service civique, il y a 8 ans, personne ne savait ce que c'était. Personne dans ce pays ne savait ce qu'était un volontaire. En 2017, la France est devenue le premier pays d'Europe pour le volontariat des jeunes. Et le dispositif du service civique a acquis maintenant une vitesse de développement qui lui est propre. On n'a pas besoin de le pousser, on n'a pas besoin d'avoir une politique volontariste en disant il faut en prendre plus. Le système, il y a une expérience qui s'est implantée dans le pays, et ce phénomène, il s'est produit de manière quasiment invisible. C'est-à-dire que le succès du service civique, il est fait de l'addition d'une multitude d'expériences positives, formidablement réussies. L'expérience du Rocher en est une. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'il faut savoir échanger sur ce retour d'expérience, l'exprimer, l'énoncer, et s'interroger sur la façon dont on peut faire profiter d'autres de la réussite de cette expérience. En 2017, nous avons accueilli 125 000 jeunes en service civique. Ces 125 000 jeunes, ils ont, à 95%, on va dire, vécu une expérience extrêmement positive. Ils ont vécu une expérience qui est une transformation profonde du parcours de formation, du parcours d'insertion, du parcours de formation des citoyens, mais aussi d'accès à l'emploi. C'est une expérience en grandeur réelle. Il faut qu'on fasse levier sur nos expériences réussies pour être plus optimiste sur notre destin collectif. Service civique, c'est accessible à qui, juste en un mot, pour ceux qui ne le savent pas? Le service civique est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. La particularité du service civique, c'est que c'est un dispositif dans lequel on ne vous demande rien à l'entrée. Et on ne peut pas exiger d'un jeune volontaire un niveau de diplôme, une compétence ou une connaissance particulière. Le service civique est un dispositif où on accueille tous les jeunes comme ils sont. Et c'est un des facteurs essentiels de la réussite, c'est que comme il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est pendant l'expérience du service civique que les jeunes se transforment et se forment. Et ce que j'entends dans votre propos, c'est que cette réussite du service civique que vous décrivez, elle correspond à cette générosité, à cette capacité d'engagement d'une jeunesse d'un pays? Parce que ce n'est pas forcément le tableau qu'on décrit habituellement. Alors là encore, on commence à avoir des enquêtes qui se multiplient et depuis des années. Nous avons une image inquiète et négative de notre société, de notre jeunesse. Nous nous inquiétons du repli sur soi, du communautarisme, de l'individualisme, etc. Il y a des choses qui sont vraies. Le niveau, je ne parle pas du service civique, mais le taux d'engagement bénévole des jeunes est en croissance continue. Il est en croissance spectaculaire depuis 2015, puisque en 2015, le taux d'engagement bénévole des jeunes était de 24%. Il est passé à plus de 35% en 3 ans. Donc on est sur une dynamique de croissance. La volonté d'engagement des jeunes est extrêmement forte. Et je cite une autre enquête. C'est une enquête qui a été faite par la conférence des grandes écoles en demandant aux diplômés des grandes écoles quels étaient les critères qu'il allait leur faire choisir leur premier emploi. Et dans le classement des réponses, la première réponse qui vient de très très loin devant toutes les autres, c'est être utile à la société et servir d'intérêt général. Donc la volonté d'engagement, elle est là à tous les niveaux de la société. Olivier Noblecourt, il y a un micro devant vous. On va se tourner vers vous. Je rappelle que vous êtes donc délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, très engagé en ce moment du coup, parce qu'on parle de cette politique
pour ces quartiers populaires. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop entre cette description et qu'il ne faut pas gommer des aspects positifs, des capacités, des potentiels, et de la réalité aussi difficile, dure de ces quartiers. Comment vous décririez aujourd'hui la situation de manière réaliste ? Écoutez, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité là-dessus. Moi, je porte un témoignage qui est celui, en effet, aujourd'hui, d'une responsabilité d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que le président de la République annoncera dans quelques semaines, et puis d'un parcours d'élu local et d'habitants de ces quartiers. Ce qui frappe, je crois, tous les acteurs des quartiers populaires, c'est qu'on a vu progresser à la fois le repli et puis une forme d'indifférence à l'intervention publique. C'est-à-dire que, à mesure qu'il y avait une forme de séparatisme social dans la société qui s'aggravait, qu'il y avait un repli culturel, communautaire sur un certain nombre de territoires et qu'il ne faut pas nier, qui progressait, on a vu que nos mécanismes de sécurité collective, nos mécanismes d'assurance collective face au risque de la vie, c'est le principe même de la sécurité sociale, semblaient vides de sens pour un certain nombre de nos concitoyens qui, à la fois en termes de système de valeurs, en termes de système de représentation de leur place dans la société, ne s'y retrouvaient pas. On est de plus en plus dans une individualisation de la responsabilité, dans un regard qui individualise le rapport au risque de la vie et bien souvent dans un jugement sur la responsabilité individuelle, par exemple, par rapport au risque de pauvreté et par rapport à ce que disait Xavier Lemoine sur le modèle anglo-saxon ou pas de société. C'est un enjeu absolument crucial. Si vous lisez par exemple les travaux d'Alain Ehrenberg, il explique très bien comment là-dessus, le rapport à la sécurité collective ou à la responsabilité individuelle détermine en effet beaucoup d'éléments dans le modèle social d'une société. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la vie des habitants? Ça change tout parce qu'à partir du moment où vous considérez que les mécanismes de solidarité ne sont plus des mécanismes d'assurance collective face au risque de la vie, mais des mécanismes où chacun doit se prémunir de ses propres risques et mériter d'être aidé lorsqu'il a besoin de l'être, et que quelqu'un qui est en situation de pauvreté, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement fait les efforts pour l'éviter, vous entrez dans une société où l'objectif des politiques publiques et des politiques sociales n'est plus un objectif de réduire des inégalités ou d'assurer collectivement des risques, mais de faire prévaloir une compétition équitable entre les individus et le fait que chaque personne qui est aidée mérite véritablement de l'être. Et donc on est dans une transformation de modèle, de système de représentation. Un point très important, j'ai pas vu le détail du sondage, c'est que bien souvent les représentations ont pris le pas sur la connaissance réelle et des faits. Le débat public est gangréné par les représentations et on a beaucoup de mal à faire émerger les faits dans le débat public, et dans nos rapports quotidiens, les gens s'assignent eux-mêmes des représentations. Et donc comme les gens ne se croisent plus dans la vie réelle, parce qu'en effet ils n'habitent plus ensemble, ils ne mettent plus leurs enfants dans les mêmes écoles sur un certain nombre de territoires, on assigne à l'autre une identité fantasmée, représentée, parfois partiellement exacte, mais bien souvent, et c'est toute la beauté des expériences comme celle du Rocher, lorsque on se confronte à l'altérité, lorsqu'on accepte de reconnaître l'autre comme un égal et qu'on se confronte dans sa vie quotidienne à lui, ces représentations tombent. Et on a tous vécu, les élus locaux, c'est le quotidien d'une certaine manière, ces moments où des personnes qu'on n'imaginait pas faire ensemble des actions collectives ou partager des moments de convivialité, des moments de vie sociale, se retrouvent et se découvrent, et à partir de là peuvent éventuellement construire des éléments, des dispositifs, des actions, etc. Et c'est ce qui me paraît extrêmement précieux dans ce que le Rocher est capable d'apporter aujourd'hui dans les territoires. Et si vous me permettez d'être un tout petit peu long dans cette réponse, parce que peut-être l'avez-vous indiqué, mais j'ai malheureusement une contrainte de réunion d'arbitrage très importante pour l'action que je mène depuis 6 mois à 18h à Matignon, donc je devrais partir à -10. Mais beaucoup de gens n'ont plus confiance dans le modèle social, pour les raisons en partie que j'évoquais tout à l'heure et beaucoup d'autres sur lesquelles on pourrait développer. Il y a une interrogation fondamentale sur son efficacité, sur son sens même, et ça a à voir avec le consentement à l'impôt. Derrière ça, il y a aussi le fait qu'au quotidien, beaucoup de nos concitoyens fuient les services sociaux, n'ont plus confiance en eux. Des mamans ont peur des assistantes sociales, elles ont peur d'être jugées. Des assistantes, des travailleurs sociaux ont peur des publics dont ils ont la charge, ils ont l'impression de ne plus les connaître, de ne plus savoir faire. Des animateurs ont peur des jeunes qui sont censés encadrer, des profs se défient de leurs élèves, des assistantes sociales ne savent plus comment parler à un certain nombre de femmes sur les territoires. Parce qu'on ne se connaît plus, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on ne vit plus ensemble. Et il y a besoin là-dessus de recréer des cadres où on est dans la bienveillance, on est dans la compréhension. Et de ce point de vue-là,
il y a 3 règles qui me paraissent, les 3 enseignements qui viennent de l'Action du Rocher. Moi, je connais que marginalement l'Action du Rocher, mais j'ai eu la chance de travailler notamment avec ceux qui se sont implantés à Grenoble en amont de leur installation. Il y a plusieurs choses. Parce que vous êtes enraciné à Grenoble. Voilà, moi je suis un ancien élu grenoblois et encore un habitant grenoblois le week-end seulement, mais très attaché et vivant depuis 20 ans dans les quartiers populaires et encore aujourd'hui, ma femme et mes 5 enfants y vivent et moi aussi le week-end. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a une dimension d'engagement personnel, d'aller soi-même mettre en jeu sa vie sociale, ses enfants, l'éducation des enfants, qui est un enjeu majeur, je vais y revenir, mais dans une logique où on part des besoins et des réalités des personnes et on co-construit, c'est-à-dire on ne fait pas que écouter les gens, on est avec eux dans le quotidien. Et ça, c'est une règle de base aujourd'hui des politiques publiques et des politiques sociales, on ne fait plus rien sans les personnes directement concernées. Le deuxième sujet, c'est qu'on ancre l'intervention sociale et l'intervention tout court dans la vie quotidienne des gens. On n'est pas dans une logique de dispositif ou de guichet qui viendrait répondre à un temps interstitiel, à un besoin ponctuel. On est présent dans un quotidien de vie des familles et des acteurs d'un territoire. Et c'est parce qu'il y a ce quotidien de vie, parce qu'on se croise une fois, 2 fois, puis on finit par se demander le prénom, puis on finit par se tutoyer, puis on finit par se parler des enfants, puis on finit par se parler des loisirs, puis etc. Il y a petit à petit un lien qui se noue. C'est le sens même d'ailleurs de l'intervention du Rocher dans les quartiers, c'est de nouer cette confiance du quotidien. Et puis progressivement, il y a le fait qu'on passe d'un peu de relation et de confiance à des actions communes. On va en effet faire des actions pour préparer des départs en vacances, pour préparer des temps de vie sociale, pour aider aux devoirs, etc., etc. Et toute cette intervention ancrée dans le quotidien, je crois que c'est ce qu'on appelle le développement social, donc ça c'est le grenoblois qui parle, mais c'est typiquement, je crois, ce que l'action sociale elle-même doit reconquérir. Et un des enjeux de la prochaine stratégie lutte contre la pauvreté, ce sera de réoutiller davantage les travailleurs sociaux sur cette culture du développement social. Voilà. Et puis un dernier mot, c'est que le président de la République a dit il y a quelques jours que c'était très important de s'attacher au rôle des femmes et des mères dans les quartiers. Je crois que c'est très vrai, ça fait longtemps que les acteurs des quartiers le savent et travaillent dans cet esprit. Moi je pense qu'il faut surtout aussi beaucoup s'attacher aux enfants. Les enfants aujourd'hui sont ceux qui subissent le plus durement la pauvreté dans notre pays. Le taux de pauvreté est directement corrélé à l'âge et ils subissent une double peine puisqu'ils ont à la fois plus de risques d'être pauvres demain et ils ont des préjudices dans leur vie quotidienne à l'instant T, puisque la France est le pays du déterminisme social et éducatif. Donc intervenir d'abord sur les enfants, et c'est beaucoup ce que fait le Rocher. L'action du Rocher, elle part des liens entre familles, en partant des crèches, en partant du rapport à l'école. Je crois que c'est fondamental parce que ce qui se noue en confiance avec l'enfant lui-même, et il faut considérer l'enfant lui-même comme un enjeu de politique publique en tant que tel, intrinsèque. Et avec les parents, je crois que c'est un capital infiniment précieux sur lequel on peut construire pour la suite. Pour ces mamans qui souvent se défient de l'institution ou qui ont construit un rapport compliqué à l'institution scolaire, si vous travaillez dès la petite enfance, et nous on l'a fait à Grenoble et c'est fait dans beaucoup d'autres villes, on n'a aucune leçon à donner, mais ce qu'on sait c'est que la confiance construite dès les premiers mois de la vie, dès les premières années pour un enfant, pour l'enfant lui-même et pour ses parents, c'est souvent un capital qui va être acquis et qui pourra prospérer. Et de ce point de vue, et c'est ma conclusion, ce qui m'intéresse bigrement, c'est que l'intervention de structures comme le Rocher, on puisse bien veiller à ce qu'elle transfère le capital confiance qu'elle acquiert auprès des familles, auprès des acteurs sociaux du territoire. Je sais que c'est l'objectif de ceux qui font vivre les actions du Rocher dans les quartiers. Ça suppose aussi qu'il y ait une écoute et qu'il y ait une bienveillance des travailleurs sociaux et des acteurs des territoires vis-à-vis de l'intervention du Rocher dans les quartiers. Mais ce qui se construit aussi. Mais j'insiste là-dessus parce que... Porosité entre savoir-faire et expérience. Oui, et puis le fait que les associations, et le Rocher singulièrement par son mode d'intervention, réussissent à obtenir le capital de confiance initial qui est souvent ce qui manque aujourd'hui à l'intervention sociale institutionnalisée, publique, dans les territoires. Et donc c'est dans une alliance d'acteurs entre les intervenants associatifs qui ont ce capital confiance et les intervenants institutionnalisés qui ont tout de même les leviers de politique publique et les réponses de fond qui sont nécessaires pour changer réellement la vie des personnes concernées, que je crois on arrivera à faire changer les choses. Et donc la stratégie... C'est nouveau, c'est une dimension nouvelle. Non, c'est un levier qu'on veut dont on dans le social, il faut être très prudent et très modeste quand on prétend faire des choses nouvelles. Bien souvent, on se rend compte que d'autres l'ont fait avant et le terrain n'a pas attendu les politiques nationales pour s'adapter. Mais ce qui est
fondamentale, c'est qu'on va essayer de changer la gouvernance des politiques sociales pour que ce soit à partir et des besoins des personnes et des acteurs des territoires, les associations et les collectivités, qu'on construise réellement le pilotage des politiques publiques aujourd'hui, alors qu'on a encore aujourd'hui et des politiques de silo, et des politiques de guichet, et des politiques de prescription qui tombent d'en haut, qui quand même aujourd'hui freinent largement l'initiative des acteurs. Donc voilà, moi je voulais absolument tirer un coup de chapeau à l'action du Rocher et dire que pour moi il inspire aujourd'hui des politiques publiques parce qu'il porte des conceptions de politique sociale qui sont arrimées à la vie quotidienne des gens, parce qu'il s'attache aux réalités des besoins des familles et parce qu'il prend pleinement en compte les besoins des enfants. Oui, il y a la problématique de la personne au cœur de toute l'action. Absolument. Majid Agag, on parle là de l'alliance ou de l'interaction entre acteurs publics et le milieu associatif. Il y a aussi le monde des entreprises. Oui. Vous en êtes une illustration avec cette action, ce programme banlieue de BNP Paribas. Oui. Ça marche, oui. Voilà. Bon, d'abord, je veux remercier le Rocher de m'avoir invité, d'avoir invité un banquier, puisque, comme l'a dit François Villeroy-de-Galhau tout à l'heure, les banquiers, ils contrôlent les banques commerciales, mais je vais m'efforcer de parler avec le plus de liberté possible. Oui, alors, on peut se poser la question de savoir ce que fait une banque et une entreprise en général dans les quartiers. Je dirais qu'une banque, c'est une personne morale, et une personne morale, c'est comme une personne physique. Soit on se contente d'avoir un salaire, de vivre sa vie en refusant de regarder ce qui se passe autour de soi et la réalité qui nous entoure et les problèmes notamment qui nous entourent, soit on en prend conscience et on essaie d'agir dessus et de s'engager. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé chez nous. Voilà, donc le fait générateur de cette prise de conscience était en 2005, au moment de l'éclatement de la crise des banlieues, à Clichy-sous-Bois, où on s'est dit qu'autour de nos agences, il y en a 1900 agences, une cinquantaine de centres d'affaires entreprises, il y avait beaucoup de pauvreté. Je crois que je parle sous votre contrôle, c'est 9 millions de personnes considérées comme étant pauvres en France, c'est quand même considérable. Et on s'est dit qu'il fallait arrêter de simplement... on ne pouvait plus rester spectateur de cette réalité, il fallait entreprendre des choses. Et ce qu'on a décidé de faire en créant ce programme qu'on a baptisé Projet Banlieue, qui en fait repose... alors on s'est dit au départ, en fait, dans le cadre de ce programme, on sait les moyens dont on dispose, c'est facile, on a par exemple du matériel informatique en tout genre, du mobilier de bureau, on sait également qu'on a des moyens humains qu'on peut mettre à disposition également de beaucoup de collectivités, le bénévolat, le mécénat de compétences, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que la différence est quand même importante. On savait également quels étaient nos objectifs, vous venez de le rappeler tout à l'heure. Un objectif éducatif, c'est important de construire, de ne pas manquer de la construction du début de sa vie, donc lutter contre l'échec scolaire, favoriser l'accès aux études supérieures des jeunes issus de milieux défavorisés, ça c'est un premier objectif éducatif très important. Deuxième objectif également, c'est évidemment tout ce qui concerne, c'est un gros sujet de société, l'accès à l'emploi, donc que ce soit de tous ceux qui sont exclus du système bancaire malheureusement jusqu'à ceux qui veulent entreprendre, en passant par ceux qui sont peu, moyennement ou fortement diplômés. Ça, c'était notre deuxième objectif. Et le troisième, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré un jour le Rocher, il y a à peu près une dizaine d'années. C'est tout ce qui touche à la création de liens sociaux dans les quartiers. On a parlé tout à l'heure, c'était l'objet de la première séquence assez émouvante, avec tous les témoignages. Et donc voilà, on soutient depuis maintenant une douzaine d'années presque 450 petites associations, dont le Rocher, qui est donc des associations qui sont créatrices de liens sociaux. Alors, pour poursuivre notre réflexion, je voudrais, vous l'évoquiez tout à l'heure, Xavier Lemoine, c'est une idée que beaucoup se font de 2 millions déversés sur les banlieues. On a parlé de dispositifs en se disant parfois qu'ils avaient quelque chose d'inhumain ou qui ne correspondait pas à la réalité des besoins. Au fond, est-ce que cette idée, elle est vraie, elle est fausse, et comment lever les barrières en réalité, et peut-être aussi face à quelles difficultés, à quels mots Le tort a été de vouloir individualiser des actions qui nécessitaient des moyens financiers en direction de certains territoires parce qu'il y avait des nécessités de rattrapage et d'avoir voulu le quantifier. Et ensuite, on tombe avec des milliards. Mais on aurait dû regarder la totalité de l'action publique et de voir comment cette même action publique, au regard du fait, par exemple, de la jeunesse, a été rappelé tout à l'heure par ma collègue de Bondy, la jeunesse de nos professeurs dans les banlieues, le manque chronique d'effectifs dans un certain nombre de services publics, fait qu'en sorte, on est quand même moins bien lotis. Donc regardons tout. Bon, donc
Mais c'est trop compliqué, et pour faire le 20h avec ça, c'est difficile, c'est plus simple de faire des slogans, 43 milliards pour quoi faire, sauf qu'on ne les aurait pas mis, on n'en serait pas là. Bien. Et je pense que les secousses que nous avons vécues ces derniers mois, au regard de l'actualité nationale et internationale, auraient pu être beaucoup plus mal vécues si tout ce travail n'avait pas néanmoins été fait. Premier point. Deuxième point, et là j'accepte qu'on puisse se dire, est-ce que l'argent qui a été mis a été efficient au maximum de ce qu'il aurait pu être ? À titre personnel, j'estime que l'on a manqué d'ambition, de clarté dans ce que l'on voulait porter et qu'on a eu un peu une action mécaniste, mais qu'on n'a pas été au cœur des enjeux. Alors je prends le mot culturel, il faudrait développer, on pourrait discuter là-dessus, mais d'enjeux plus forts que uniquement le renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, c'est intéressant à une seule condition, c'est qu'on vise derrière la dignité et la fierté des personnes. Parce que derrière, quand on a retrouvé dignité et fierté, il y a tout un mécanisme qui se développe et qui fait que derrière, la sécurité suit. Parce que étant considéré à nouveau, ayant quelque chose à défendre, je suis participant de la sécurité et je rebascule du côté des institutions, etc. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre 300 policiers supplémentaires si on a redonné dignité et fierté. Bon, et donc, ce que vous mettez dans l'urbain, vous ne le mettez pas bêtement en commissariat, en force de l'ordre, et en bavure, et en incompréhension, et en malentendu. Ensuite, ne pas dire que de retrouver dignité et fierté, c'est le préalable à toute politique sociale si on veut qu'elle produise des effets. Et donc, effectivement, ne pas opposer l'urbain et l'humain. On fait l'urbain, c'est nécessaire, c'est un préalable. Insuffisant, oui, et on attaque l'urbain derrière, mais ça ne sert à rien de faire des politiques sociales éducatives dans des taudis. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins pérenne comme résultat. Voilà. Et ça, je crois qu'on a manqué d'ambition. Là aussi... Pourquoi ? Quel mode ? Parce que je dirais le droit à la différence exacerbée que l'on a vécu ces 30 dernières années dans le paysage intellectuel. Le tout se vaut, tout s'équivaut, et finalement tout a le droit de citer. Et plus rien ne nous rassemblait, et donc on a mis des moyens, mais sans, je dirais, retrouver un principe unificateur. Je pense qu'il est urgent, en tout cas c'est ce que j'ai essayé sur une ville de faire, mais je pense que c'est au niveau d'une nation qu'il faut le faire, qu'il y ait un principe unificateur, et j'accepte que le principe unificateur du Rocher soit l'amour. C'est déjà un beau programme, et aime et fais ce que tu veux, c'est une grande liberté, donc on peut tout inventer, mais il y a un principe unificateur, et il est fécond, bien qu'on retrouve un principe unificateur qui, à mon avis, permettrait à être beaucoup plus performant dans les résultats au regard des mêmes moyens à mettre. Il n'y a pas besoin d'en inventer beaucoup plus, mais peut-être à redonner des finalités un peu plus supérieures qu'aux simples aspects mécaniques des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Olivier Noblecourt ? Oui, je suis assez d'accord sur les deux, à la fois sur le constat, sur la dignité et la fierté. C'était toutes les politiques de résidentialisation et tous les moyens qui ont été mis là-dessus. Et c'est absolument évident que l'attachement des habitants à leur cadre de vie et le respect du cadre de vie est un préalable à tout le reste, notamment sur les questions de sécurité. L'expérience l'a montré. Je crois aussi beaucoup à la question des principes unificateurs. Pour moi, les principes unificateurs, justement, c'est ce qui est en jeu dans le modèle social républicain. C'est-à-dire que dans la désaffection vis-à-vis de la République et de ses valeurs, il y a le sentiment qu'il y a une promesse de la République qui n'est pas tenue, qui n'existe pas, qui est un sport d'immenses mensonges. Et il y a un discours victimaire qui s'est développé avec, en effet, derrière des logiques de relativisme culturel ou autres, qui ont fait qu'on a eu le sentiment que cette posture victimaire, elle pouvait emporter derrière des logiques de repli qui étaient légitimes et qui légitimement. De l'autre côté, mais je ne veux pas développer ça parce que d'autres l'ont fait mieux que moi, regardez les travaux de Dubé sur l'égalité des chances. Si vous individualisez la responsabilité, si vous considérez que la responsabilité de la société, c'est de rendre équitable la compétition entre les individus, à ce moment-là, chaque individu est fondé à demander à la société le rattrapage de ses handicaps initiaux. Donc j'habite un quartier, donc c'est les politiques dites de discrimination positive. Et à ce moment-là, vous avez intérêt à aiguiser vos désavantages compétitifs. Donc vous avez intérêt à, évidemment, mieux faire prévaloir votre identité, ce que vous êtes. Je suis habitant d'un quartier populaire, je suis femme, je pratique telle ou telle religion, et donc à partir de là, la République me doit davantage parce que... Et ça suscite des concurrences des identités, des concurrences des misères, et c'est mortifère, c'est attentatoire à l'identité même de la République sociale. Après, là où quand même, moi je voudrais insister sur une dimension sociale qui me paraît très forte, c'est que il y a une promesse non tenue sur la politique de la ville qui est terrible, c'est-à-dire que le rapport du Bedou, là encore, petite allusion grenobloise, c'était il faut créer un droit spécifique pour favoriser un accompagnement spécifique pour permettre l'accès de tous au droit commun. Et donc, on a créé progressivement une logique de droit additionnel. Pas au départ avec l'idéologie identitariste qui s'est greffée dessus après. Au départ, c'était de dire, il y a un effet de rattrapage, il y a un besoin, et pour que le droit commun vive pour tous, il faut des dispositifs spécifiques d'accompagnement. Et donc, on a créé ces dispositifs, on a financé du plus sur les territoires. Puis on s'est rendu compte à un moment que, à mesure que le plus
spécifique avait progressé, en fait, le droit commun, lui, avait plutôt eu tendance à reculer. Que progressivement, des services publics s'étaient éloignés, qu'on avait créé des dispositifs spécifiques. Voilà, alors les bureaux de poste partaient, on créait des PIMS, etc. Puis finalement, les PIMS étaient fragilisés. Alors il en reste encore et des formidables, mais etc. Qu'est-ce que c'est quoi? Les PIMS, c'est des points d'accès multiservices qui venaient se substituer notamment à des bureaux de poste qui partaient, pour prendre cet exemple-là. Mais le droit commun est parti. Et donc, il y a une forme de, je sais pas, le terme est un peu fort si je te dis une escroquerie, mais on a dit aux habitants des quartiers, vous avez un droit commun qui est fragile, vous avez du mal à y avoir accès, on va vous donner en plus un droit spécifique, on fait monter le droit spécifique à mesure que le droit commun s'en va, puis au bout d'un moment, on leur a dit, écoutez, la seule chose qui compte, c'est le droit commun, donc on a repositionné la politique de la ville en disant, finalement, le but de la politique de la ville, c'est l'accès au droit commun, donc les dispositifs de réussite éducative, par exemple, c'est mobiliser le droit commun, les contrats de ville, y compris les derniers intercommunaux, c'est comment je valorise le droit commun, on a tous passé des heures et des heures en comité de pilotage politique de la ville à voir comment chacun mobilise le droit commun, sauf que le droit commun, il avait disparu. Et donc, progressivement, on a retiré le droit spécifique pour dire, parce qu'il faut faire prévaloir le droit commun, sauf que, d'une certaine manière, il n'y avait plus ni droit commun, ni droit spécifique. Et donc, c'est ce que Jean-Louis Borloo montre très bien dans le début de son rapport, c'est qu'il dit, finalement, la réalité, c'est que derrière des représentations qui font croire aux Français que c'est toujours les mêmes vers lesquels l'État donne toujours plus, que c'est les habitants du quartier, etc., qui, eux, seraient gavés d'argent public, désassistés, etc., en réalité, la réalité, c'est l'inverse. La réalité, c'est qu'il y a un sous-investissement public sur ces territoires. Et il y a un sous-accès aux droits, aux services publics, aux services en général. Et donc, aujourd'hui, il y a évidemment la nécessité d'un rattrapage et d'une reconquête, d'une réconciliation, c'était le sens du rapport de Jean-Luc, républicaine. Avec, en effet, l'idée de revivifier une promesse républicaine, donc de repartir des enfants. Parce que, et je conclue là-dessus, et je serais navré de devoir vous quitter, mais je crois que toutes les personnes qui adhèrent, militent, travaillent dans le Rocher le savent parfaitement, et les travailleurs sociaux le voient beaucoup. Nous tous, en tant qu'adultes, autant que nous sommes prêts à consentir, à accepter beaucoup d'efforts dans notre vie. Les mamans, les parents qu'on voit subissent et acceptent des vies souvent très difficiles. Pour eux-mêmes, ça passe. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que leurs enfants subissent les conséquences et que leur propre destin soit condamné. Et donc, dans la défiance dans le modèle social, il y a le fait que, à la limite, pour les adultes, on fait face, mais si on laisse les enfants continuer à être condamnés, alors là on ne l'accepte pas. Ce qui explique d'ailleurs les stratégies d'éviction scolaire, d'éviction etc. d'un certain nombre de parents qui disent « moi je vais tout miser sur mes enfants et ce que je n'accepte pas c'est que la République elle condamne mon gamin ab initio ». Et il me semble qu'aujourd'hui, et c'est ce que le président de la République a souhaité, faire porter la priorité de l'intervention publique dans la lutte contre la pauvreté sur combattre la reproduction sociale et la pauvreté des enfants, c'est quand même renouer un peu avec la crédibilité de la promesse républicaine et ça permettra d'avoir des principes unificateurs et un peu de confiance dans le modèle social. Donc c'est le défi un peu qui est devant nous, que l'État ne réglera pas seul. Donc on aura besoin des associations, entre autres. Voilà. Excusez-moi de devoir merci beaucoup pour votre participation. Et merci à tous. On poursuit cet échange et aussi avec ce que vient de nous dire Olivier Noblecourt. Si on se place du côté des populations dans ces quartiers, qu'on entend, qu'on écoute ces différentes annonces politiques, et en même temps qu'il y a ce quotidien, il y a quoi? Il y a un sentiment d'impuissance, d'écrasement, je ne sais pas. Quel regard vous portez-vous, Yannick Blanc? Le regard que je porte, c'est ou ce que vous entendez de la distance apparemment infranchissable entre le vocabulaire des annonces, les sujets dont on parle quand on évoque globalement la politique de la ville, et l'expérience quotidienne des habitants. Parce que les habitants, les citoyens, et c'est ce qui crée leur inquiétude et leur pessimisme, ont le sentiment qu'on ne fait pas suffisamment confiance à leur capacité d'action. Or, nous sommes un pays dans lequel il y a partout sur le territoire, dans les territoires urbains, dans les quartiers de la politique de la ville, comme dans les territoires ruraux qui se sentent beaucoup abandonnés par les politiques publiques, il y a partout sur ces territoires des gens qui ont entre les mains la capacité de répondre aux problèmes sociaux et de trouver des solutions. Il y a un potentiel d'innovation sociale qui est absolument prodigieux. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Aujourd'hui, ne savent pas être en soutien et, comment dirais-je, en légitimité de cette capacité d'innovation sociale. Je vous coupe du coup parce que quand on regarde la situation, on peut se dire mais de quoi il parle
la réalité de la situation, c'est pas forcément celle que vous décrivez. Moi, je parle de ce que fait le Rocher, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. Cette expérience de volontaires, de bénévoles en résidence dans les quartiers, qui construisent dans l'expérience quotidienne, par la vie quotidienne, ce lien social qui est le grand fantasme de tous les politiques, qui se demandent comment le reconstruire. Ça ne se reconstruit pas par des dispositifs. Ça se reconstruit par de l'action menée au quotidien. Mais c'est de la micro-action en même temps. Mais la grande difficulté des politiques publiques aujourd'hui, c'est que pour obtenir des résultats, il faut permettre, soutenir, accompagner, investir dans la micro-action. Il y a un demi-siècle où il y a 70 ans, quand on a créé la sécurité sociale et quand on a créé un certain nombre de dispositifs, pour traiter un problème social, on créait une institution, on créait un système. On a répondu à des grands problèmes sociaux par des grandes solutions. La grande transformation de la société, c'est que les individus aujourd'hui sont plus autonomes, plus libres et en même temps plus inquiets de leur trajectoire. Et donc, ils ont besoin d'être soutenus à chaque instant dans leur capacité à construire une trajectoire. Les témoignages qu'on entend sur les bénévoles et les volontaires qui vont vivre dans les cités, ce sont des témoignages qui portent sur le pas à faire pour sortir de l'enfermement. Il y a un double enfermement dans la société française. Il y a l'enfermement des gens qui habitent dans les cités et qui, ayant le sentiment que le monde extérieur à la cité leur est hostile, se construisent un monde entre eux. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. Il y a une phrase que j'entends sans arrêt dans la bouche des jeunes qui habitent ces quartiers et des jeunes volontaires en service civique avec lesquels je parle. C'est qu'un jeune dans ces quartiers-là, quand on lui parle de culture, de formation, de spectacle, de projets professionnels, etc., la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « oui, mais c'est pas fait pour moi ». Et puis, il y a les jeunes qui vivent de l'autre côté de l'agglomération parisienne, on en parlait tout à l'heure, dans les quartiers les plus favorisés, et qui, eux, se construisent aussi un monde entre eux. Bon. On s'aperçoit à travers la volonté d'engagement des jeunes qu'il y a chez les individus l'envie, la volonté, le désir de sortir de ces barrières. Elle existe, cette volonté. Et l'objet d'une politique publique, c'est de lui donner les moyens de s'exprimer. C'est de créer le cadre qui lui permet de s'exprimer. Il y a aujourd'hui, dans le monde associatif, plusieurs expériences qui prouvent que c'est possible. L'expérience du Rocher, on est ici pour en parler aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce que les politiques publiques ne savent pas faire, parce qu'elles savent surtout construire des dispositifs, ce qu'elles ne savent pas faire, c'est, sur la base d'une relation de confiance, donner les moyens à ces acteurs de grandir, d'essaimer, d'accroître l'impact des actions qu'ils mènent. Pourtant, oui. Nous observons que l'efficacité de l'action est beaucoup plus grande à la petite échelle qu'à la grande. Du coup, c'est aussi sur le temps long. Il y a une question de temps. Oui, bien sûr que c'est sur le temps long, parce que quand on innove, quand on expérimente, quand on invente un dispositif, un système local, on s'améliore par l'expérience. C'est ce qu'on appelle la courbe d'expérience. L'évolution du service civique est très significative de ce point de vue-là. On est en train de vivre un moment où les acteurs du service civique, le Rocher, les autres associations, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont maîtrisé ce dispositif. Ils savent mieux comment recruter un jeune volontaire, l'accueillir, lui donner une mission, l'accompagner dans sa mission, préparer la fin de la mission de service civique et de l'avenir professionnel. C'est de l'expérience collective qui se construit, qui construit des habiletés. Elles ne sont pas formalisées. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'institut, ça se passe dans l'expérience. Mais l'observation des opérateurs de service civique, les associations comme les organismes publics, montrent qu'on a collectivement construit une capacité d'action à partir de cette expérience. Alors comment, Majid Agag, on libère cette capacité d'action, cette capacité d'agir? Comment accroître, développer cette capacité en écoutant, chez BNP Paribas, en écoutant les collaborateurs. Donc, ce qu'on a fait, on sait que chaque année on fait des enquêtes auprès d'eux pour percevoir un petit peu, mesurer leur perception sur un certain nombre de sujets.
et ils nous disent qu'ils veulent de plus en plus être acteurs d'un monde qui change. Ils attendent vraiment ça, les entreprises. Et toutes les entreprises, c'est un petit peu la même chose. Récemment, une enquête a été faite par Havas auprès d'un échantillon comme assez large sur tous les Français, qui met en évidence le fait qu'on considère aujourd'hui que l'entreprise a au moins autant de légitimité que la sphère publique pour avoir un impact positif sur le monde, et pour construire un monde meilleur et avancer en ce sens-là. Et donc, voilà, on sait que, et les collaborateurs le savent également, et ils sont prêts à s'engager. Voilà, et on a beaucoup de collaborateurs aujourd'hui ils sont aujourd'hui 800, mais c'est un nombre très croissant. On a beaucoup de demandes de mécénat de compétences, donc de collaborateurs qui veulent vraiment s'engager en faveur de plein d'associations, évidemment, parce que les compétences, ils les ont et ils veulent les mettre au profit de beaucoup d'associations qui exercent évidemment leur talent et leur engagement sur des tas de sujets comme l'accès, on en parlait tout à l'heure, l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, au logement. Enfin voilà, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Et du coup, je complète ma question. Comment libérer le pouvoir d'agir, pas seulement pour un mieux-être personnel, mais pour une conscience d'un bien commun, ou pour une conscience d'agir au service du bien commun? La dimension collective de cet engagement. Comment la renforcer? Comment renforcer cette dimension collective de l'engagement? Eh bien, nous, on a trouvé un moyen de le faire, c'est en positionnant l'engagement au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au comité exécutif de l'entreprise. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, comité exécutif d'une entreprise, d'une grande entreprise comme BNP Paribas. C'est là où on prend les grandes décisions stratégiques. Et donc, il y a peu, c'était en septembre dernier, notre directeur général a pris la décision de créer une direction de l'engagement. Vous voyez, donc c'est un geste très fort, puisque le modèle culturel de toutes les entreprises commerciales, c'est évidemment de créer de la valeur économique puisque c'est l'essentiel de leur cœur de mission. Mais voilà, aujourd'hui, on ne peut plus rester à l'écart des grands sujets de société, comme l'éducation et l'accès à l'emploi, par exemple, qui sont des grands sujets de société dont on ne peut pas rester indifférent. Et donc, on a pris cette décision de créer une direction d'engagement, et donc qui a des conséquences très, très, très importantes, parce qui va carrément influer sur l'ADN culturel de notre entreprise, et qui est très, très bien accueilli par les collaborateurs, parce que précisément, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Blanc, voilà, c'est vrai que les jeunes, ils sont partout, y compris dans notre entreprise. Et ces jeunes nous disent, voilà, on a envie d'être et de rester dans une entreprise dont ils ont conscience du fait qu'elle veut contribuer à un monde meilleur. Voilà. Xavier Lemoine, je repense au travail que fait un maire au quotidien, vous, depuis un certain nombre d'années maintenant. Comment faire en sorte que ces propos puissent être effectivement incarnés et qu'ils puissent parler à la fois ceux qui nous écoutent, mais aussi dans vos quartiers? Je reviens à cette problématique de cette capacité d'action. Est-ce que vous pensez que c'est une des clés, alors qu'on pense souvent en France, et on le disait tout à l'heure, de politique globale, et c'est souvent ça d'ailleurs qu'on regarde, c'est le chiffre de l'enveloppe globale, quoi. Alors, je crois du fond de mon cœur à ces réalités que vous décrivez et qui peuvent être vécues. À ceci près que je ne suis pas, à titre personnel en même temps, c'est à la mode, un grand fan de ce qu'on appelle la démocratie participative, si on veut reprendre un autre mot. Et qu'il y a, avant de pouvoir laisser l'agir au plus près des réalités s'organiser, il y a des choses à remettre d'équerre, à remettre d'aplomb, parce que, je dirais, une politique urbaine, quand il faut exproprier 1000 personnes, eh bien, ce sont des réunions publiques sous protection policière. Ce sont des jets de cailloux ou des actes extrêmement violents pour que ces jeunes qui m'ont caillassé au début de mon mandat, 10 ans après, ne viennent pas me voir, mais mon épouse, en disant finalement c'était monsieur le maire qui avait raison. Et que politique urbaine, ça veut dire détruire. Détruire, reconstruire, ce qui peut être un acte extrêmement violent pour les populations au regard du sentiment que l'on a, mais 10 ans après, avec le recul, oui, monsieur le maire, vous aviez raison. Bien. Donc à un moment donné, l'action publique peut avoir à poser des actes forts, mais aujourd'hui, j'ai à peu près dans chacune des cages d'escalier de la résidence des Bosquets 2 familles qu'on appelle référentes qui en temps réel sont capables de m'informer de ce qui se passe, et moi si j'ai de la communication à développer en direction de telle ou telle cage d'escalier ou tel immeuble, je peux quasiment le faire en temps réel. Et ça s'auto-organise, et ce sont les habitants qui sont organisés de la sorte. Donc voilà,
Et donc il y a quand même des remises à niveau préalables, et c'est au pouvoir public de le faire. Donc en toute chose également, j'aime bien considérer les conséquences, mais j'aime bien remonter aux causes. Je vais prendre un exemple très simple. L'échec scolaire. Je veux bien qu'on multiplie les dispositifs pour venir en aide aux enfants. Ok, d'accord. Je voudrais être sûr que pour 60% d'entre eux, 70% d'entre eux, on ne va pas se battre sur les chiffres, ce ne soit pas en raison du fait que les parents, constat et pas jugement, sont en grande difficulté pour rentrer en relation avec l'institution scolaire. Et que si on exigeait au minimum qu'au bout de 5, 10, 15, 20 ou 25 ans de présence en France, les parents puissent maîtriser le français, on gagnerait un temps précieux que de devoir continuer à mettre du soutien scolaire uniquement parce que les parents ne sont pas capables, constat et pas jugement encore une fois, et donc d'où une priorité extrêmement forte, voire exigeante, quand on constate que des personnes ne maîtrisent pas ce véhicule élémentaire qu'est la langue française, pour dire passez par ce stade-là et vous verrez, vous gagnerez en autonomie, vous reviendrez dans votre rôle de parent, d'éducateur, de ceci, de cela, d'acteur, et après les choses derrière, eh bien, je dirais, elles fleurissent, elles sont fécondes, mais au départ, il y avait quand même... Autrement, on s'épuise à courir après les conséquences parce qu'on ne s'est pas posé la question comment puis-je, à un moment ou à un autre, remonter à certaines causes. L'urbanisme peut paraître tout simple, mais l'urbanisme, c'est comment je force des populations qui n'ont pas envie de vivre ensemble, instinctivement au regard des préjugés que l'on peut avoir, et comment je mets des équipements publics, ou comment je mets des commerces, ou comment j'organise pour faire en sorte que c'est là et pas ailleurs qu'ils soient obligés d'aller pour passer des radios, pour faire la prise de sang, la halte garderie, c'est pas la halte garderie du quartier, c'est les numéros pairs de la ville. Donc, quel que soit l'endroit où vous habitez, c'est là que ça se passe et pas ailleurs. C'est les petites choses du quotidien. C'est les petites choses du quotidien. Il y a une mesure, une force, un apprivoisement, et après, les choses se fécondent différemment, et hop, et ça part, et j'ai plus à m'en occuper. Mais il fallait au départ poser un certain nombre d'actions contraignantes, mal comprises, qui peuvent paraître des fois stigmatisantes, mais qui, dans la durée, permettent de réelles fécondités sans s'épuiser dans les conséquences. Et j'en ai assez de ces politiques publiques qui sont effectivement... Alors, notre devoir, c'est de répondre immédiatement aux conséquences des dysfonctionnements que nous rencontrons, mais notre devoir, c'est également tout de suite après de se poser la question, mais quelles en sont les causes les plus profondes? Et ça, voilà, il y a des progrès à faire. Je reviens sur ma question. Comment on libère cette capacité d'action, ce pouvoir d'agir? Yannick Blanc. Il y a un point qui est extrêmement important et qui touche toutes les catégories de population, et pas seulement les populations des quartiers dont parle Xavier Lemoine, c'est que chacun d'entre nous puisse mesurer en quoi ce qu'il fait, son action, est une contribution effective au bien commun. C'est un point très important. Il y a beaucoup de personnes engagées, de militants, de bénévoles, qui ont le complexe de Sisyphe, quoi. Ils ont l'impression qu'ils se dévouent, ils agissent, ils donnent, mais qu'ils sont dans leur coin. On entend beaucoup ça. Dans mon coin, je fais ça. On est un pays de coins. Mais il y a beaucoup de coins alors. Il y a évidemment beaucoup de coins. Ce qui nous manque, Montfermeil à part. Ce qui nous manque, c'est des mécanismes qui montrent que la contribution de chacun construit du faire ensemble. Alors il y a mille et une façons d'y arriver, mais il faut partir du fait que chacun est capable de faire quelque chose. Il y a aujourd'hui quelques milliers, en tout cas 1200 ou 1500 communes en France qui pratiquent ce qu'on appelle la journée citoyenne. C'est-à-dire qu'au moins une fois par an, le maire de la commune propose à tous les habitants de la commune, sans exception, un samedi, de participer à une série d'actions bénévoles sur des chantiers de la commune. Cette initiative, qui est une dizaine d'années déjà, qui rencontre un succès grandissant, qui quasiment partout où elle est pratiquée est extrêmement appréciée par les habitants et jugée très efficace par les élus, cette initiative n'a jamais reçu le soutien des pouvoirs publics, pour une raison qui est assez difficilement explicable, alors qu'elle est le laboratoire de la reconstruction du vivre ensemble. On le fait dans des actions dont les impacts, dont les conséquences sont visibles pour tout un chacun. Et ce que me disent les maires qui pratiquent la journée citoyenne depuis longtemps, c'est que c'est une politique qui crée des économies. Parce qu'à travers de l'action bénévole menée collectivement, non seulement les gens font connaissance, se parlent, et on recrée du lien comme le Rocher sait le faire au niveau du quartier, mais les citoyens, ensuite, ils ont une pratique différente de l'espace public, parce qu'ils se sentent chez eux.
Et Fabien Jordan, qui est l'inventeur de la journée citoyenne et qui est aujourd'hui le président de l'agglomération de Mulhouse, me dit que dans sa petite commune de Bervillers, où il pratique la journée citoyenne depuis 10 ans, eh bien, il a diminué son budget de fonctionnement de 40%. 40%. Parce que le comportement des habitants dans l'espace public est infiniment plus respectueux et que donc ça coûte moins cher. Donc il y a un cercle vertueux à trouver entre le fait que chacun d'entre nous estime devoir agir dans un domaine, sur des objets, dans un périmètre qui est le sien. Il y a un individualisme qui existe, il ne faut pas le nier, mais cet individualisme n'interdit pas le succès de l'action collective. Il faut inventer des formes qui ramènent les individus, à travers leur action, à la participation au collectif. Peut-être un mot de conclusion sur cette table ronde, parce que vous avez tous souligné l'engagement, l'action de l'association Le Rocher, association catholique d'éducation populaire. De fait, peut-être que si on leur posait la question, ils exprimeraient le fait que cet engagement, il résulte d'un engagement chrétien, il en tire sa source, il est ouvert à tous, il est là pour construire un pays, pour s'engager dans les quartiers, quelles que soient encore les origines et les convictions religieuses. Et en quoi ça peut résonner, vous, avec votre engagement et votre histoire personnelle sur cette problématique des banlieues? Majid Agag. Alors moi, ça remonte à une dizaine d'années, en 2008, où j'étais invité précisément à intégrer le programme Projet Banlieue, parce que le programme Projet Banlieue, bon, je n'ai pas voulu être trop long tout à l'heure, mais c'était vraiment un programme qui existe en France. J'ai un problème avec mon micro, je crois. Merci, c'est gentil. Dans toutes les grandes agglomérations de France, toutes les villes de province et puis évidemment d'Île-de-France. Et donc, oui, lorsque je me souviens, j'étais en Alsace à cette époque, parce que j'étais manager de territoire pendant très longtemps, pendant 25 ans, et j'y suis rentré avec plaisir, et c'est là que j'ai découvert un peu la richesse de ce monde associatif, parce que c'est une grande force collective, c'est du savoir-faire, c'est beaucoup d'engagement. Et je me suis dit, je m'y suis plus, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, avec le temps, on m'a proposé cette mission d'engagement au travers du programme Projet Banlieue que je coordonne aujourd'hui à l'échelle nationale. Xavier Lemoine. En tant qu'ancien marin et que maire, homme politique, j'ai un dicton, c'est envisager le pire, espérer le meilleur. Je pense que c'est aussi le devoir du politique d'essayer de regarder ce qui peut se profiler. Et que des fois, les phénomènes auxquels on assiste, qui se sont accentués ces dernières années, peuvent être lourds à porter et jeter un relatif discrédit sur ce que l'on a tenté de faire, en disant, mais va-t-on réussir? Et je suis reconnaissant au Rocher et à la gentillesse avec laquelle il m'accueille régulièrement, que ce soit pour moi un lieu de ressourcement et que je sache que tout reste possible, et qu'il y a peut-être une recette propre au Rocher dont je devrais davantage m'inspirer pour porter ce que nous avons apporté au regard des évolutions quand même rapides et par certains aspects tout à fait plein d'espérance, mais par certains autres aspects tout à fait inquiétants. Je crois qu'il faut en être quand même conscient, et merci au Rocher de cette piqûre en intraveineuse nécessaire d'espérance. Et sur la sève qui circule de fait de l'enracinement dans un terreau chrétien. C'était implicite dans mon propos. Merci de le dire. Yannick Blanc. Moi, j'ai un point de vue très différent, parce que je ne suis pas croyant, mais dans la longue expérience que j'ai maintenant de l'action collective et de la vie associative, j'ai, à toutes les étapes de ma vie d'engagement et de ma carrière professionnelle, rencontré des chrétiens engagés avec une force particulière de l'engagement et avec une capacité d'écoute, d'attention à autrui et en même temps un goût de l'action conduite jusqu'à son résultat. C'est assez frappant. J'ai eu à une époque de ma carrière à m'occuper d'administration des étrangers, d'accueil des étrangers. Les interlocuteurs associatifs que j'avais en face de moi étaient en majorité des associations d'obédience religieuse, qu'elles soient catholiques ou protestantes, elles sont bien connues. Ce sont des interlocuteurs coriaces, mais la raison pour laquelle ils sont coriaces, c'est une bonne raison. Et donc, on pense au secours catholique, à la CIMAD. Ça crée dans le dialogue et parfois dans la confrontation, je dirais, une qualité
de l'échange, qui est extrêmement appréciable et qui est une vraie force dans la contribution à l'action collective. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter le Rocher à Bondy et à dialoguer avec vous. C'est que je retrouve dans cette association cette forme particulière de l'engagement. Je pense que les principes de laïcité sur lesquels repose notre action publique ne doivent en rien faire obstacle à la reconnaissance de la validité des raisons de l'engagement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le domaine du service civique, il y a de très nombreuses associations d'obédience religieuse, d'inspiration religieuse, qui, dans le respect de la laïcité, recrutent et font travailler des jeunes volontaires de service civique. Et c'est une contribution extrêmement positive à la citoyenneté dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Merci à tous pour votre participation. Cette table ronde a été réalisée en partenariat avec l'association Le Rocher. J'indique le site internet pour découvrir l'action de l'association, assolerocher.org. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette table ronde sur le site internet de KTO. À très bientôt.